Tu devras t'occuper des enfants de ta sœur, grogna mon père juste après mon arrivée en avion pour des vacances familiales. J'ai répliqué, alors tu peux payer toi-même l'hypothèque. J'ai annulé leur vol, l'hôtel et les factures. J'étais sur le point de m'endormir quand mon téléphone a vibré à 6 heures du matin. En voyant le nom de papa, une sensation de malaise m'a envahi l'estomac. Ces appels ne sont jamais justes pour discuter. J'ai hésité un instant, puis j'ai répondu. Il n'a pas perdu de temps. Il m'a tout de suite demandé si je pouvais venir à Denver pour les vacances. Il a mentionné que tout le groupe serait là cette fois, et que ça signifierait beaucoup pour lui. Sa voix semblait même plus douce que d'habitude. Même si je savais que je ne devais pas le faire, j'ai accepté. J'ai organisé un vol depuis San Diego, laissé mes tâches au bureau et acheté quelques jouets pour les enfants. Le voyage m'a coûté une fortune, pas seulement le billet d'avion, mais aussi la voiture haut de gamme que je pensais devoir louer, même si papa m'avait dit de ne pas m'en faire pour ça. J'aime être préparé, c'est comme ça que j'ai toujours été. Ou peut-être que c'est ce qu'ils ont fait de moi, celui qui fait tout fonctionner. Dès que je suis sorti de l'aéroport, la neige m'a frappé, une neige épaisse et mouillée qui vous donne envie d'être resté chez soi. Le trajet Uber jusqu'à leur appartement m'a paru plus long que le vol. J'ai regardé par la fenêtre, à moitié convaincu que quelque chose allait mal tourner. C'était la même rue où j'avais grandi, le même immeuble, mais maintenant on aurait dit quelque chose que je finançais, pas un endroit auquel j'appartenais. Eux restaient dedans, mais moi, je payais les dépenses, le prêt immobilier, l'électricité, Internet. Ma sœur n'avait pas eu d'emploi stable depuis plus d'1 an. Mes parents avaient toujours une excuse pour laquelle leur fonds de retraite ne suffisait pas. En montant les marches du perron, une partie de moi espérait être accueillie chaleureusement. Je ne sais pas pourquoi, peut-être un sourire, ou même un mot de remerciement. Papa a ouvert la porte brusquement, m'a regardé et a immédiatement dit « Tu t'occuperas des enfants de ta sœur. Nous partons en voyage. » Je suis resté paralysé. Pas d'accolade, même pas un bonjour correct. Ensuite, ma sœur est apparue, un sac à la main, beaucoup trop joyeuse pour quelqu'un qui abandonnait ses enfants. Les 2 petits portaient déjà leur manteau, piétinant la neige sur le sol. Elle a ri et dit « Ne leur laisse pas couler le nez, les enfants. » Tout le monde a éclaté de rire. Maman a pouffé dans la cuisine, comme si on était dans une sitcom. Ils trouvaient tout ça très drôle. C'est là que j'ai enfin parlé. Je n'ai pas élevé la voix, ce n'était pas nécessaire. J'ai calmement énuméré tout ce que j'avais fait, chaque faveur, chaque facture que j'ai payée, chaque fois que j'ai réglé les dettes de ma sœur, chaque mensonge dit à mon propriétaire pour leur envoyer de l'argent pour les courses. Puis j'ai dit la seule chose qu'ils ne s'attendaient pas à entendre. La vérité que j'avais gardée pour moi pendant des mois, le détail qui allait détruire tous leurs plans. Ma sœur s'est mise à hurler. Papa est devenu furieux et a renversé le porte-manteau. Maman a levé les mains, implorant comme si elle pouvait effacer 5 ans de manipulation. Mais pour moi, c'était fini. Il m'avait fait venir de l'autre bout du pays pour garder les enfants pendant qu'ils partaient en vacances. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Denver était exactement l'endroit où je devais être pour démolir tous leurs plans. Et ce n'était que le premier pas. Le problème avec les gens comme ma famille, c'est qu'ils pensent toujours que tu vas finir par céder. Ma sœur s'imaginait déjà boire un café sur un balcon avec vue sur les montagnes. Maman avait probablement emballé 10 écharpes et oublié les sous-vêtements. Et papa voulait juste fuir un moment, faire comme si rien n'était de sa faute. Alors quand j'ai dit que je ne garderais pas les enfants, je crois qu'ils n'ont pas compris. C'était comme si leur cerveau avait bugué. Ils sont juste restés là, à cligner des yeux, attendant que je dise que c'était une blague. Mais ce n'était pas une blague. Je n'étais pas venu pour garder les enfants. J'étais venu pour voir tout s'écrouler. Je leur ai dit que la réservation d'hôtel avait été annulée 3 jours plus tôt. Tout l'argent avait été remboursé sur la carte de crédit que j'avais utilisée en silence pour papa il y a quelques mois. Il ne s'en était pas rendu compte, car il ne lit plus ses relevés depuis des années. D'abord, ma sœur a ri, comme si elle ne croyait pas que je parlais sérieusement. Puis elle a ouvert l'application du resort, et toute la couleur s'est évaporée de son visage. Ses doigts tremblaient. Ma mère s'est penchée derrière elle, a cligné plusieurs fois des yeux et a commencé à poser des questions auxquelles personne n'avait de réponse. Ensuite, j'ai mentionné les billets d'avion. Je leur ai dit que les réservations avaient été redirigées. Et non, il n'y aurait pas de remboursement. Car ce serait trop facile. J'avais déjà transféré les crédits de voyage sur un compte que j'avais ouvert à mon nom des mois plus tôt, en prévision de tout ça. Mon père a crié que c'était illégal. Je lui ai rappelé que ce n'était pas illégal puisque la carte de crédit était à mon nom. Toutes ces améliorations et dépenses premium, il n'avait rien payé depuis 12 mois. Toute la propriété, la nourriture, la mensualité de la voiture de ma sœur, tout était à ma charge. Il n'avait fait que gribouiller sa signature et profiter des avantages. Mais le meilleur moment, c'est ce que j'ai posé sur la table ensuite.
Ce n'était rien de luxueux. Juste une lettre pliée de la banque, une lettre polie disant que les paiements automatiques de l'hypothèque avaient été arrêtés. Sans avertissement, sans menace. Juste un rappel doux demandant de réactiver le prélèvement. 3 semaines auparavant, j'avais arrêté les paiements pour voir combien de temps ils mettraient à s'en rendre compte. Réponse, ils ne s'en sont jamais rendus compte. Maintenant, ma sœur courait partout en essayant de contacter le resort, espérant sans doute inverser l'annulation. Ma mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé comment je pouvais être aussi cruel, surtout après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Cette partie m'a fait éclater de rire. Ils croyaient vraiment avoir fait quelque chose pour moi un jour? Puis la sonnette a retenti. Tout le monde s'est figé. Ils n'avaient invité personne. Mais moi, oui. J'avais tout chronométré. Je leur ai dit de se calmer, que ce n'était pas la banque, pas encore. Mon père a ouvert la porte. Une femme grande, probablement dans la quarantaine, est entrée avec un badge et un classeur. Elle a dit s'appeler Rachel et travailler avec les services de protection de l'enfance. Le visage de ma sœur est devenu aussi blanc qu'un fantôme. Tu vois, 3 semaines plus tôt, j'avais pris contact avec eux. J'avais signalé ce que j'avais vu lors de notre dernier appel Zoom. Les enfants dehors sans manteau, l'un d'eux pleurant pendant que ma sœur fumait sur le porche en scrollant sur son téléphone. J'avais donné des captures d'écran, des horaires exacts, des dates spécifiques. Les services sociaux avaient ouvert une enquête discrète. Pas une énorme, mais ils étaient obligés de vérifier. Et maintenant, ils étaient là. J'ai souri poliment à Rachel et dit que je n'étais que l'oncle en visite pour les fêtes. Je lui ai suggéré de jeter un œil au frigo, à la chambre des enfants, à la cuisine. Ma sœur n'a pas dit un mot. Elle est restée là, figée, tenant son billet d'avion désormais inutile. C'était la première fois depuis longtemps que je la voyais complètement sans voix. Et on n'avait même pas encore atteint la meilleure partie. Rachel est entrée calmement et avec confiance. Je me suis assuré de ne pas en dire trop. Pas besoin, la maison parlait d'elle-même. L'évier était rempli de vaisselle sale, les plans de travail couverts de bouteilles de soda vide. Un des enfants avait étalé du beurre de cacahuète sur un mur près de la salle à manger. Quand Rachel a demandé à voir la chambre des enfants, je me suis simplement écarté pour la laisser entrer. Soudain, ma sœur a changé d'attitude. Elle a joué la mère inquiète. Elle a dit que le désordre était dû aux valises en cours de préparation. Elle a dit qu'elle laissait toujours des instructions claires. Elle a dit qu'elle ne serait jamais partie sans s'assurer que les enfants soient en sécurité. Elle a affirmé que j'avais accepté. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé Rachel. Elle a demandé si j'avais des preuves, des messages, ou ma sœur confirmait que je devais garder les enfants. J'ai sorti mon téléphone et le lui ai tendu. Le dernier message de ma sœur, 2 jours plus tôt. Tu peux apporter ce shampoing de San Diego? Celui que tu avais amené la dernière fois. Rien sur garder les enfants. Aucun accord, aucun consentement. Juste un autre exemple de leur habitude, attendre que je fasse tout gratuitement. Mon père a tenté de minimiser, disant que c'était juste une confusion. Il a affirmé qu'il avait toujours aidé la famille, que ce n'était pas différent. Il a invoqué les excuses habituelles, soucis d'argent, de santé, épuisement émotionnel. Les mêmes phrases que j'avais trop souvent entendues. J'ai regardé Rachel et lui et calmement expliqué que c'était moi qui payais leurs prêts, leurs factures, même les courses. J'ai ouvert mon appli bancaire et lui ai montré un historique complet. 3 ans de virements, des dizaines de milliers d'euros envoyés chaque mois. Elle a hoché la tête, pris des notes, puis est montée à l'étage voir les enfants. Ils étaient dans une chambre, distraits par une tablette, en train de manger des chips. Une fois assez loin pour ne pas entendre, ma mère s'est effondrée. Elle s'est tournée vers moi et a demandé ce que je cherchais vraiment. Est-ce que je voulais ruiner la famille par rancune? Je l'ai regardée et lui ai demandé si elle avait déjà songé que je ne voulais pas qu'on me remercie pour l'argent, mais qu'on arrête de me considérer comme un acquis. Peut-être que ce n'était pas une question d'argent, mais de respect. Peut-être que le fait qu'en franchissant la porte, j'ai compris que je n'étais pas un invité, mais une solution temporaire. Personne n'a répondu. Je leur ai dit que ce n'était pas pour un week-end. C'était une vengeance pour des années passées à être leur plan B. Des années d'appels ignorés, de fêtes oubliées, de silence jusqu'à la prochaine fois qu'ils auraient besoin d'argent ou d'un service. Je leur ai dit que j'avais déjà parlé à la banque. Ils recevraient bientôt un avis. Pas seulement un avertissement, mais un audit complet de la propriété. J'avais l'intention de retirer mon nom de tous les documents. S'ils voulaient garder la maison, ils devraient la mériter. Spoiler, ils n'y arriveraient pas. J'ai dit que la voiture que j'avais signée avec ma sœur serait récupérée par le prêteur à la fin du mois. Elle avait déjà manqué 2 paiements. Je ne l'avais juste pas signalé jusqu'à aujourd'hui. J'ai ajouté que s'ils ne mettaient pas à jour les factures des services, l'eau et l'électricité seraient coupées dans 7 jours. Ils sont restés là, figés.
Puis j'ai dit quelque chose que je n'avais pas prévu. Ce n'était pas la seule maison que je payais. La vraie raison pour laquelle j'étais venu à Denver, c'était pour acheter une propriété. Pas la leur, mais la mienne. Un condo en centre-ville, totalement payé. Je ne leur avais rien dit, car je savais qu'ils tenteraient d'en profiter. Mais c'était à moi, et j'ai emménagé ce soir-là. Un instant plus tard, Rachel est redescendue avec son classeur. Elle leur a remis une liste de choses à corriger. Elle a dit que cette visite était un avertissement, mais qu'elle reviendrait, et que si la situation n'avait pas changé, il risquerait plus qu'un simple voyage gâché. Elle est partie. J'ai pris mes bagages et je l'ai sorti du couloir. Personne n'a tenté de m'arrêter. Personne n'a dit « Attends ». Personne n'a dit « On est désolé, on va arranger ça ». Après l'explosion, après que les services sociaux aient quitté la maison en laissant tout ce chaos derrière eux, je pensais rester seulement 2 nuits. Mon appartement n'était pas encore prêt. Les meubles arrivaient dans 48 heures. Il fallait encore que j'achète à manger, que j'organise l'espace, peut-être déballer quelques cartons. Mais pour la première fois, je n'ai ressenti aucune pression. Plus tard, quand tout s'est un peu calmé, j'ai regardé mon père et j'ai dit « Alors, je vais rester ici 2 nuits, puis je retournerai à mon condo. » Je l'ai dit comme n'importe qui dirait quelque chose. Sans arrogance, sans moquerie. Juste une déclaration simple. Il m'a regardé comme si je l'avais giflé. Cette fois, il n'a pas crié. Il s'est contenté de dire que je n'étais plus autorisé à entrer dans la maison. Que je les avais humiliés. Et que si je pensais être au-dessus d'eux maintenant, je devrais aller le prouver ailleurs. J'ai regardé ma mère. Elle a gardé les yeux baissés et n'a rien dit. Ma sœur se cachait toujours avec les enfants. C'était exactement ce que c'était. Il m'avait utilisé tant que j'étais utile. Maintenant que j'avais arrêté, il n'avait plus besoin de moi. Alors j'ai hoché la tête. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas prononcé un mot de plus. J'ai attrapé mon sac à peine ouvert et je suis parti. Sans adieu théâtral, sans long discours. Juste un homme quittant un endroit où il n'avait jamais vraiment appartenu. J'ai conduit jusqu'à l'appartement que personne ne connaissait. Un T1 au cœur du centre-ville, situé au 10e étage. Simple, moderne, complètement à moi, payé comptant. Je me préparais en silence à cette fuite depuis plus de 12 mois. Même en continuant à leur envoyer de l'argent et en faisant semblant de rien. L'air sentait encore la peinture fraîche. Les carreaux du sol étaient froids. Le frigo était vide. Il n'y avait pas de drap sur le matelas. Mais l'endroit m'appartenait. Personne d'autre n'y avait accès. J'ai rangé mes affaires dans le placard et je me suis arrêté là, debout, dans le silence total. Pas de bruit de fond, pas de cris d'enfant, pas de voix demandant des services ou de l'argent. Pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, je ne portais plus le poids de quelqu'un d'autre. Le lendemain, j'ai préparé un café et me suis assis près de la fenêtre pour observer les mouvements de la rue. Je ne pensais pas que quelqu'un me contacterait. Je supposais qu'ils resteraient soudés entre eux, chuchotant toute la semaine que j'étais devenu fou ou égoïste. Mais vers 11 heures du matin, mon téléphone a vibré. Un message de ma sœur. Elle voulait me rendre visite seule. Elle disait ne pas venir pour se disputer. Elle disait qu'elle avait besoin de s'excuser. Pour une raison que j'ignore, j'ai répondu oui. Quelques minutes plus tard, elle a renvoyé un message. Je ne viens pas pour me battre, je veux juste dire ce que j'aurais dû dire depuis longtemps. 5 minutes, s'il te plaît. Je l'ai fait attendre un peu avant de répondre. Puis je lui ai envoyé ma position. Environ 1 heure plus tard, je l'ai vue depuis la fenêtre, debout près de l'entrée, en sweat gris, les bras croisés, clairement en train d'hésiter à sonner ou partir. Elle paraissait méconnaissable, plus petite, sans maquillage, sans téléphone en main, sans enfant autour. Juste elle, un aperçu de celle qu'elle était avant que tout ne devienne une histoire de droit et de déni. Je l'ai laissée entrer. Elle a franchi la porte et s'est figée, comme si elle entrait dans la vie de quelqu'un d'autre. Ses yeux ont parcouru les murs nus, le canapé intact, les cartons empilés dans un coin. « C'est vraiment joli », a-t-elle dit, surprise que je me sois construit une vie calme et ordonnée. Je n'ai pas répondu. Je suis allé à la cuisine, j'ai rempli 2 tasses, et je lui en ai tendu une. Elle a accepté et s'est assise, comme si elle attendait des instructions, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Sans drame, sans délai, elle a commencé par une excuse. Elle a dit qu'elle était désolée pour tout. Pour le plan de me laisser avec les enfants. Pour avoir fait semblant que je ne m'occupais plus de tout. Pour les innombrables fois où elle m'a envoyé des messages pour de l'argent, comme si ça ne comptait pas. Elle a même dit qu'elle regrettait d'avoir ri quand je suis arrivé ce jour-là. Elle a dit qu'elle se souvenait exactement de ce moment. Elle a avoué qu'ils dépendaient tous de moi, nos parents, elle, et que ça leur semblait normal, jusqu'à ce que j'arrête de jouer ce rôle.
C'est là que tout est devenu tendu. Je suis resté silencieux. J'ai écouté. Quand elle a terminé, je lui ai dit que ça comptait, que j'étais content qu'elle ait dit. Mais je lui ai aussi dit que ça n'effaçait pas ce qui s'était passé. Que si elle ne changeait pas vraiment, les mots seuls ne suffiraient pas. Elle a hoché la tête. Elle a dit qu'elle comprenait. Elle a dit qu'elle ne retournerait pas dans la maison familiale ce soir-là. Elle a dit qu'elle avait loué une chambre d'hôtel avec les enfants. Elle a dit qu'elle pensait à trouver son propre espace. Elle avait l'air sincère. Je lui ai dit qu'elle devait le faire. Avant de partir, elle m'a remercié. Pas de câlin, pas d'affection fausse, juste un silence. Elle est partie plus calme que je ne l'avais jamais vue. Je suis resté près de la fenêtre à la regarder s'éloigner, et pendant un instant, je me suis permis de croire que quelque chose pouvait réellement changer. Mais à 19h30 ce soir-là, mon téléphone a vibré à nouveau. Le numéro n'était pas enregistré. Je l'ai ignoré. Puis un message vocal est arrivé. C'était mon père. Sa voix était basse, froide. Si tu crois que ça s'arrête ici, tu es plus stupide que je ne le pensais. Tu veux nous humilier. Attends un peu. Je l'ai écouté 2 fois. Ce n'était pas fini. Pas avec la culpabilité. Pas avec l'argent. Pas avec le travail non payé. Ce n'était pas assez que je sois parti. Maintenant, il voulait se venger. Me punir pour avoir désobéi. C'est là que j'ai compris que ce n'était plus une question de sentiment. Il préparait quelque chose. Pas juste une vengeance mesquine. Il voulait me détruire. Ce message l'a confirmé. Mon père n'accepterait jamais la défaite en silence. Et ma mère? Elle ferait ce qu'elle avait toujours fait, le suivre. Rendre tout ça plus doux. Faire semblant qu'il y avait de la chaleur dans une maison construite sur la pression et le contrôle. J'ai choisi de ne pas répondre. Je n'ai pas rappelé non plus. À la place, j'ai ouvert le paquet que je gardais pour le bon moment. À l'intérieur se trouvaient des copies de chaque transaction, chaque virement, chaque facture d'eau ou d'électricité, chaque charge réglée sur leur carte de crédit. Chaque document avait une agrafe avec la date exacte et l'idée de référence. Je les avais imprimés des semaines auparavant et rangés dans un dossier intitulé « Réclamer ». Pas parce que je prévoyais de les poursuivre en justice, pas encore, mais parce que je savais que des gens comme eux ne comprennent qu'une seule chose. Des preuves dures et indiscutables. Le lendemain matin, je suis allé à la banque qui détenait leur prêt immobilier. Même si j'avais arrêté de faire les paiements depuis quelques semaines déjà, cette fois, je l'ai officialisé. J'ai rempli les documents qui retiraient officiellement mon nom de tout ce qui concernait la maison. Je ne cherchais pas une saisie hypothécaire. Je voulais qu'ils en ressentent pleinement le poids, les mensualités impayées, les taux augmentés, les appels téléphoniques incessants, les attentes interminables. Je suis sorti de cette agence avec un sourire que je n'avais pas eu depuis des années. De retour à mon appartement, j'ai fait un autre geste silencieux, du genre qui coupe plus profondément. Je me suis connecté à ma banque en ligne, suis allé dans les paiements programmés, et j'ai annulé 3 virements à venir. Un pour les courses hebdomadaires. Un autre pour leur forfait téléphonique. Et le dernier pour la couverture automobile de ma sœur. Tout effacé en moins d'1 minute. Je les ai laissés découvrir le silence. J'étais en train de boire un café quand un long message est apparu à l'écran. C'était de ma mère. Elle écrivait un paragraphe décousu sur le fait que les membres de la famille ne devraient pas tenir de compte. Que couper les liens n'était pas une façon de montrer de l'amour. Je n'ai pas répondu. Ensuite, un groupe de discussion a été créé. Ma mère, mon père et ma sœur. Ils ont essayé de tout retourner. Ils ont dit que je m'étais retourné contre eux. Qu'ils avaient tout donné pour m'élever, et que je les punissais pour un malentendu. Mais ils n'étaient pas prêts pour ce qui allait suivre. Le coup final. La vraie raison pour laquelle je savais que je ne retournerais jamais dans cette maison. 3 mois plus tôt, j'avais silencieusement déposé un dossier auprès d'un organisme national du logement. Rien de dramatique. Juste une suggestion formelle leur demandant d'examiner l'utilisation des aides publiques dans des foyers comportant plusieurs adultes et enfants. J'avais joint des copies des factures que j'avais payées, documentant comment mes revenus maintenaient leur style de vie, pendant que les enfants étaient ignorés, négligés ou laissés sans surveillance. Cette suggestion avait déclenché un audit interne. Et juste hier, alors qu'ils débattaient encore de qui devait me recontacter en premier, ils ont reçu la lettre. Un document officiel leur annonçant que leurs aides pour enfants, l'aide au logement et le soutien pour handicap allaient maintenant être examinés. La lettre commençait par « Nous sommes au regret de vous informer » et se terminait par « Soumis à enquête ». À 22h23 précise, ma sœur a envoyé un message avec un seul mot. Pourquoi? Je n'ai pas répondu. Ils m'avaient fait venir de l'autre bout du pays pour contrôler un désastre qu'ils avaient eux-mêmes causé. Et tout ce que j'ai fait, c'est leur rendre, pièce par pièce. Fin décembre,
Des jours sont passés sans un mot. Pas de message. Pas d'appel manqué. Ma sœur s'était complètement tue. Je savais que ce n'était pas la paix. C'était une pause. Une accalmie avant qu'ils se regroupent pour tenter une autre approche. Je n'ai pas laissé ça me déstabiliser. J'étais en train de déballer les derniers cartons quand on a frappé à ma porte. Ce n'était pas fort, ni violent. Juste régulier. J'ai ouvert en m'attendant à voir ma sœur. Mais c'était ma mère. Elle portait un manteau épais, les mains enfoncées dans les manches. Ses yeux étaient gonflés et rouges. Pas par la tristesse, mais par le fait qu'elle n'avait plus aucun moyen de manipulation. Elle m'a demandé si elle pouvait entrer. Je me suis écarté. Elle ne s'est pas assise. Elle n'a pas parlé au début. Elle est restée debout près de la vitre, regardant les immeubles, comme si elle avait besoin de regarder autre chose. Puis elle a dit qu'ils avaient reçu la lettre officielle, celle du gouvernement. Que leurs aides étaient maintenant formellement en cours d'audit. Que la voiture de ma sœur avait été reprise par l'organisme de prêt ce matin-là. Que mon père avait passé 2 jours à contacter d'anciens amis pour tenter d'obtenir un prêt. Mais personne n'avait d'argent à prêter. Elle m'a dit qu'elle était venue seule parce qu'elle savait que mon père n'aurait fait qu'aggraver les choses. Que sa colère ne venait pas de l'abandon, mais du fait que j'étais parti sans faire de scène, sans crier, sans drame. Juste un départ propre et complet. Puis elle a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. Pas « Comment as-tu pu ?» Pas « Tu as tout gâché ?» Juste « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Je lui ai donné une réponse honnête. Je lui ai dit « Vous recommencez à zéro. Vous vivez selon vos vrais moyens. Vous arrêtez de dépendre des autres pour amortir vos chutes. Et si un jour je reviens dans votre vie, ce sera en tant qu'égal, pas comme votre réparateur. » Elle a hoché la tête une fois. Puis elle a tendu une petite enveloppe non marquée. À l'intérieur, il y avait un vrai chèque. Pas la somme totale, mais un paiement partiel. Elle a dit que c'était tout ce qu'ils avaient pour l'instant, et a promis plus quand ils pourraient. Je suis resté silencieux. J'ai posé le chèque sur le comptoir. Elle est partie sans dire désolé. Juste indiscret. Prends soin de toi. Puis elle s'est éloignée. Je n'ai plus jamais revu mon père. Ma sœur est restée distante pendant 90 jours. Puis, sans prévenir, elle a envoyé un email avec une photo en pièce jointe. Ses enfants, souriant, devant un petit appartement, des clés à la main. Un nouveau départ. Elle n'a pas demandé d'aide. Son message disait juste « Merci, même si tu m'en veux ». Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu quelques semaines. Puis j'ai envoyé une photo de l'horizon de la ville vue depuis ma fenêtre. Une phrase. Sans colère. Juste des limites. C'était la fin de l'ancien cycle. Le début de quelque chose de plus sain. Certaines personnes n'obtiennent jamais de clôture. Moi, j'ai obtenu de l'espace. Et l'espace est souvent plus fort. Petite mise à jour, 30 jours après. Ça fait un peu plus d'un mois depuis que tout s'est terminé, ou peut-être que ça a vraiment commencé. Mes journées sont plus calmes. L'appartement me semble enfin vraiment mien. Mes affaires sont à leur place. Le frigo est plein. Et je me réveille sans cette boule au ventre, celle qui apparaissait quand leur nom s'affichait sur mon écran. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre sans nom sur l'enveloppe, juste le mien, écrit dans une écriture que j'ai tout de suite reconnue, celle de ma mère. À l'intérieur, il y avait un autre chèque, modeste, mais stable, accompagné d'un court message. Nous faisons de notre mieux. Je n'ai pas encaissé le premier. Et j'attends aussi pour celui-là. Pour l'instant, j'observe. J'attends de voir si l'effort continue. Ou si ce n'est que de la culpabilité déguisée en changement. Je ne suis pas en colère. Juste prudent. Ma sœur a fait ce qu'elle avait dit. Elle travaille maintenant à mi-temps dans une garderie, un poste qui lui convient. Elle a envoyé une autre photo. Ses enfants dans un vrai salon, avec un tapis, un canapé et quelques livres à colorier par terre. Sans stress sur leur visage. Sans chaos en arrière-plan. On n'a pas eu de vraies conversations. Juste de brèves mises à jour. Et honnêtement, c'est ce que je veux. De la paix, pas une réconciliation. Quant à mon père, rien. Aucun appel, aucun message, même pas un mot. Et sincèrement, je n'en attends pas. Les gens comme lui ne s'excusent pas. Ils attendent que le monde revienne entre leurs mains. Mais moi, je ne plie plus. Hier soir, quelque chose d'inhabituel est arrivé. J'ai ri. Pas d'une blague ou de quelque chose en ligne. Juste, j'ai ri. J'étais assis seul, buvant du thé, regardant la neige tomber depuis la fenêtre du 10e étage. Et j'ai ri parce que je n'attendais pas la prochaine catastrophe. J'étais juste, tranquille. Et honnêtement, cette tranquillité vaut plus que toutes les excuses du monde.